Je m'appelle Léa Bonnet, j'ai 34 ans, et au moment où ma sœur a levé son verre en plastique lors de notre pique-nique familial, je savais déjà qu'elle avait attendu tout l'après-midi pour m'humilier. Vous connaissez ce genre de moment. Tout le monde sourit un peu trop fort. Tout le monde mâche un peu trop lentement. Tout le monde sent qu'une méchanceté arrive, mais personne ne dit rien parce qu'il préfère le spectacle à la paix. C'était l'atmosphère qui régnait autour des tables pliantes au bord du lac d'Annecy ce soir-là. Les chipolatas fumaient encore sur le barbecue. Les enfants couraient dans l'herbe mouillée et ma famille prétendait que nous étions le genre de gens qui ne se réunissent que pour rire. Puis ma sœur s'est levée, a tapoté son gobelet avec une fourchette et a souri de cette façon éclatante et polie qui semblait toujours douce de loin et cruelle de près. Je propose un toast à celle qui arrive toujours fauchée, en demande, et qui espère encore compter pour quelqu'un. Ma mère a ri la première. Mon père a baissé les yeux en souriant à son assiette. Quelques cousins ont suivi, parce que c'est ce que font les gens faibles quand la cruauté porte un visage assuré. J'ai pris mon verre, je me suis levé lentement et je l'ai regardé droit dans les yeux. Alors portons en un, ai-je dit, à celle qui est tellement désespérée qu'elle emprunte à la personne dont elle se moque, qui ment à ce sujet devant toute la famille, et qui s'attend encore à être applaudie. Tout le jardin s'est figé. Son sourire s'est effacé. Mon père a enfin levé la tête. Ma mère est devenue pâle et ma sœur, pour la première fois de sa vie, a eu l'air effrayée au lieu de paraître supérieure. Avant que je vous raconte ce qui s'est passé ensuite, et ce qui a été dit après que j'ai arrêté de protéger les mensonges de tout le monde, dites-moi, quelle heure est-il chez vous en ce moment? Et d'où regardez-vous? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire va voyager. Chloé s'est remise vite parce que c'était l'un de ses talents préférés. Elle pouvait tomber face contre terre en public et faire en sorte que tout le monde croie que c'était le seul qui l'avait offensé. Elle a eu un petit rire bref, a touché le bord de ses lunettes de soleil et a dit « Waouh, Léa. Alors on en est là? À un pique-nique de famille. » Le ton était doux, mais le message était clair. C'était moi le problème pour avoir répondu, pas elle pour avoir commencé. C'était le schéma familial depuis des années. Elle frappait, je saignais, et ensuite tout le monde me demandait pourquoi je salissais tout. C'est toi qui as commencé, ai-je dit. Ne joue pas les choqués parce que j'ai enfin répondu. Ma mère, Catherine, s'est penchée en avant avec cette voix feutrée qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait calmer le jeu sans jamais donner raison à personne. Les filles, pas ici. Pas ici. Pas maintenant. Pas devant tout le monde. C'était toujours la règle quand Chloé dépassait les bornes. Le problème n'était jamais la blessure. Le problème était toujours que quelqu'un puisse la voir. Chloé a haussé les épaules d'un air ennuyé. Je faisais une blague. Tu fais toujours ça. Tu transformes tout en drame parce que tu n'as pas confiance en toi. Certains cousins ont détourné le regard. D'autres regardaient avec cette fascination que les gens réservent habituellement aux accidents de voiture. J'ai posé mon gobelet sur la table avant de l'écraser dans ma main. Une blague? Ai-je dit. Tu m'as emprunté 3000 € en février parce que ta commission de vente était en retard. Tu as emprunté 900 € en avril pour réparer ta voiture. Tu as encore emprunté en juin parce que le loyer de ton appartement en plein centre de Lyon arrivait à échéance et que tu ne voulais pas que ton fiancé sache que tu étais à découvert. Quelle partie était la blague? Son visage s'est crispé d'abord sur les bords. C'était ça avec Chloé. Elle maîtrisait mieux sa bouche que ses yeux. Son sourire est resté en place une seconde de plus, mais la panique avait déjà fait surface. Tu n'avais pas besoin de donner des chiffres, a-t-elle lâché. Exactement, ai-je répondu. Et tu n'avais pas besoin de porter un toast comme si j'étais le cas social de la famille. Un murmure sourd s'est propagé le long des tables. Mon oncle a arrêté de retourner les légumes sur le grill. Un de mes plus jeunes cousins regardait Chloé comme les enfants regardent quand les adultes révèlent accidentellement qu'ils ne sont pas des dieux après tout. Julie, mon amie de travail qui était venue parce qu'un pique-nique au bord de l'eau lui semblait paisible, se tenait près de la glacière avec une assiette en carton à la main et me regardait comme si elle venait de comprendre 3 ans de conversation que je n'avais jamais totalement expliqué. Chloé a croisé les bras. Alors maintenant, tu veux te mêler de tout parce que tu as aidé ta sœur quelquefois. Non, ai-je dit. Je voulais un minimum de respect. Ça t'aurait coûté moins cher. Cette phrase a frappé plus fort que je ne l'espérais. Même mon père, Jean-Pierre, a bougé sur sa chaise. Il avait passé des années à prendre mon silence pour de la résilience.
Pour lui, parce que je gérais les choses, je n'avais besoin de rien. Parce que Chloé se plaignait bruyamment, elle devait forcément avoir besoin de plus. C'est ainsi que certaines familles divisent l'amour, non pas par justice, mais selon qui fait le plus de bruit. Chloé s'est approchée. Dis-leur le reste, Léa. Dis-leur comment tu agis comme si tu étais meilleur que tout le monde avec tes petits boulots tristes, tes tableaux Excel d'épargne et tes vêtements d'occasion. Tu veux que tout le monde ici pense que tu es une sainte? Très bien. Dis-leur à quel point tu es impossible. Dis-leur comment tu juges tout le monde. J'ai ri une fois parce que c'était presque impressionnant. Elle avait pris sa dépendance envers moi et l'avait traduite en arrogance de ma part. Je restaure des documents endommagés aux archives nationales toute la journée, ai-je dit. Puis je passe mes soirées dans un atelier d'encadrement pour garder ma propre vie stable. Je ne claque pas ma fiche de paie dans des verres. Je ne loue pas un luxe que je ne peux pas me payer. Je n'insulte pas les gens qui me couvrent. Un silence est de nouveau passé sur le jardin, mais celui-ci était différent. Pas vide. Lourd. Le genre de silence qui arrive quand une pièce réalise qu'elle écoute la mauvaise personne depuis des années. Chloé a regardé vers nos parents, attendant un secours. C'est là que j'ai su qu'elle avait plus peur qu'elle n'était en colère. Les gens qui se sentent puissants attaquent. Les gens qui se sentent démasqués cherchent du renfort. Ma mère a essayé la première. Léa, ma chérie, ça suffit, a-t-elle dit, mais sa voix avait perdu toute autorité. Elle ressemblait moins à un parent qu'à quelqu'un qui prie pour qu'un incendie s'éteigne tout seul. Mon père s'est raclé la gorge. Cela n'a pas besoin de devenir un spectacle. Je me suis tourné vers lui. Alors pourquoi tout le monde était à l'aise quand j'étais le spectacle il y a 5 minutes? Il n'a pas eu de réponse à cela. Il a juste regardé vers le lac comme si la lumière du soleil sur l'eau pouvait offrir une issue de secours. Chloé a vu l'hésitation et est devenue imprudente. Tu es incroyable, a-t-elle dit. Après tout ce que cette famille a fait pour toi, tu restes là à jouer la victime. Cela m'a presque fait rire à nouveau. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était tellement éhonté. Qu'est-ce que cette famille a fait pour moi exactement, Chloé? Dis-le clairement. Elle a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Elle était douée pour le ton, l'insinuation, l'insulte, la performance. Elle était beaucoup plus faible avec les faits. Ma tante Danielle, qui avait toujours adoré la vie polie et les coiffures coûteuses de Chloé, est intervenue depuis le bout de la table. Tes parents t'ont toujours incluse, Léa. Ils vous ont toujours soutenu équitablement, vous deux. Équitablement? Ai-je dit. C'est intéressant. J'ai fouillé dans mon sac cabas et j'ai sorti le petit classeur à soufflet que je transportais parce que j'avais arrêté de faire confiance à la version de l'histoire de ma propre famille. Certaines personnes écrivent un journal pour guérir. Moi, je tiens des registres. Le travail aux archives vous fait ça. Quand vous passez vos journées à préserver des preuves, vous arrêtez de traiter la mémoire comme une vérité juste parce qu'elle semble émotionnelle. Léa, a dit ma mère d'un ton sec en voyant le classeur. Ne fais pas ça. Non, ai-je répondu. Aujourd'hui, on fait les choses correctement. J'ai ouvert le classeur et j'ai sorti plusieurs copies de virements bancaires, des captures d'écran de SMS imprimés et un mot manuscrit que Chloé avait un jour laissé dans ma boîte aux lettres me demandant de ne dire à personne qu'elle était encore à court pour son loyer. Je ne les ai pas agités de manière dramatique. Je n'ai pas crié. Cela aurait permis à tout le monde de me rejeter comme étant émotive. J'ai simplement posé les papiers sur la table à côté de la salade de pommes de terre, comme des factures arrivant pour un repas que personne ne voulait payer. 12 février, ai-je commencé. 3 000 €. Libellé du virement, temporaire. Ne le dis pas à papa et maman. 4 avril. 920 € pour ta réparation de voiture. 21 juin. 1500 € parce que Lucas pensait que tu avais déjà payé ta part du loyer. 2 août. 800 € pour le week-end d'enterrement de vie de jeune fille à l'étranger auquel tu as juré que tu ne pouvais pas renoncer parce que les apparences comptaient. Chloé est devenue livide. Pas embarrassée. Blanche comme un linge. Un de mes cousins a chuchoté, « Oh mon Dieu », assez fort pour que la moitié de la table entende. Tante Danielle s'est tue. Mon père fixait les papiers comme s'ils étaient écrits dans une langue qu'il avait espéré ne jamais apprendre. Tu as gardé les reçus, a demandé Chloé. Bien sûr que je l'ai fait, ai-je répondu.
C'est toi qui me l'as appris. C'était la première phrase vraiment honnête de la soirée. Je n'avais pas commencé ma vingtaine en étant méfiante. Je le suis devenu après que trop d'histoires changeaient quand elle les racontait à d'autres personnes. Après que trop de faveurs soient devenues des preuves qu'elle était généreuse parce qu'elle m'autorisait à l'aider. Après que trop d'humiliations soient arrivées déguisées en blagues. Julie s'est discrètement éloignée de la glacière pour se tenir près de moi. Elle ne m'a pas touché, elle n'a pas interrompu. Elle s'est juste tenue là. Ce qui était d'une certaine manière plus puissant que tous les discours que les gens auraient pu faire. Chloé a de nouveau regardé nos parents. Vous allez vraiment la laisser faire ça, a-t-elle exigé. Mon père s'est frotté la mâchoire. Est-ce que tu as emprunté cet argent? Elle a hésité. C'était toute la réponse dont tout le monde avait besoin. C'est d'ordre privé, a-t-elle fini par dire. Non, ai-je répliqué. C'était privé quand je te protégeais. Tu l'as rendu public quand tu m'as utilisé pour ta chute de blague. Elle a fait un pas vers les papiers et j'ai posé ma main dessus. Ne fais pas ça, ai-je dit calmement. Tu me réécris depuis des années. Tu n'as pas le droit de réécrire les documents aussi. Quelques parents ont baissé les yeux à ce moment-là, honteux. Pas tous. Certaines personnes regarderont l'injustice pendant une décennie et penseront toujours que la vraie offense est quand la victime devient articulée. Mais suffisamment d'entre eux ont bougé pour que je sente l'équilibre changer. Chloé l'a senti aussi. C'est pourquoi son mouvement suivant a été si laid. Elle m'a regardé et a dit, peut-être que si tu n'étais pas aussi aigri de finir seul, tu ne serais pas aussi obsédé par l'argent. La cruauté de cette phrase était délibérée. Elle savait exactement où viser. J'avais rompu des fiançailles 2 ans plus tôt après avoir découvert que mon fiancé avait ouvert un crédit à la consommation à nos 2 noms en cachette et s'attendait à ce que j'absorbe la dette parce que j'étais plus responsable. Ma sœur savait à quel point cette période avait été douloureuse. Elle savait que j'avais passé des mois à reconstruire mes finances et ma confiance. Et elle l'a utilisé quand même. Là, entre les assiettes en carton et la citronnade. Je l'ai regardé pendant un long moment. C'est bien, ai-je dit. Continue de parler. Son menton s'est levé, prenant mon calme pour de la faiblesse. Non, vraiment. Dis-leur en plus. Dis-leur à quel point tu es misérable. Dis-leur pourquoi tu ne supportes pas de voir les autres heureux. Heureux? Ai-je répété. Chloé, tu n'es pas heureuse. Tu es coûteuse. Celle-là a de nouveau glacé la pièce. Mon oncle a toussé dans son poing pour cacher un rire. Un cousin n'a pas réussi à le cacher du tout. Chloé a entendu cela et l'humiliation a enfin percé son vernis. Espèce de petite jalouse aigrie. Finis cette phrase, ai-je dit. Et je lirai le SMS où tu m'appelais en pleurant depuis le supermarché parce que ta carte était refusée et où tu disais, s'il te plaît réponds, tu es la seule qui répare toujours ça. Ça a suffi. Elle s'est arrêtée. Pour la première fois de ma vie d'adulte, ma sœur avait atteint la limite de ce que la mise en scène pouvait sauver. Je devrais vous dire quelque chose sur l'humiliation dans les familles. Elle arrive rarement comme un grand événement unique. Ce sont généralement des années de petites permissions. Une blague méchante que personne ne corrige. Une faveur jamais remboursée. Une fille louée pour son éclat tandis que l'autre est louée pour son endurance. Comme si l'endurance n'était pas juste de l'amour négligé portant des chaussures robustes. Debout lors de ce pique-nique avec mes reçus sur une table pliante et ma sœur tremblante de colère, j'ai compris que je ne mettais pas fin à une simple dispute. Je mettais fin à un rôle. Voici ce qui va se passer maintenant, ai-je dit. Puisque nous aimons tous tant les déclarations publiques, faisons en une. À partir d'aujourd'hui, j'en ai fini de couvrir ton loyer, tes factures, tes urgences, ton image et tes mensonges. Chloé a eu un petit rire incrédule. Tu es dramatique. Non. Je suis exact. J'ai pris une feuille de la pile et je l'ai brandie. Montant total impayé, incluant l'argent que tu avais promis de rendre l'été dernier, 7 280 €. Ma mère a émis un son étouffé. Mon père a regardé Chloé avec une sorte de déception stupéfaite que je ne l'avais jamais vue diriger vers elle auparavant. Elle l'a vu aussi, et cela l'a ébranlé plus que tout ce que j'avais dit. J'allais te rembourser, a-t-elle dit. Quand? Ai-je demandé. Après le prochain brunch? Après la prochaine séance de bronzage?
Après le prochain renouvellement de bail pour un appartement que tu ne peux pas t'offrir? Léa, a dit ma mère. Mais il n'y avait aucune conviction là-dedans. Seulement de la peur. Le fiancé de Chloé, Lucas, qui aidait au barbecue et évitait le centre du drame comme un homme essayant de ne pas marcher sur une mine, s'est enfin approché. Attends, a-t-il dit lentement. Tu m'as dit que ta prime de fin d'année avait couvert le retard de loyer. Chloé s'est tournée vers lui si vite que j'ai cru qu'elle allait se briser. Ce n'est pas le moment. En fait, a-t-il dit, il semble que ce soit exactement le moment. Cela a changé la forme de tout. Jusque-là, Chloé m'avait combattu depuis une position dominante. Mais maintenant, quelqu'un de sa propre vie soigneusement gérée découvrait qu'il se tenait sur un décor de carton-pâte. Tu m'as menti, a-t-il demandé. Ne fais pas ça ici, a-t-elle sifflé. J'ai presque eu pitié d'elle à ce moment-là. Presque. Mais la pitié est dangereuse quand vous avez passé des années à la confondre avec l'obligation. Tu as menti à tout le monde, ai-je dit. Et chaque fois que je suis restée silencieuse, tu as utilisé mon silence pour construire une meilleure version de toi-même. Elle m'a pointé du doigt. Tu adores ça. Tu adores me faire passer pour la méchante. Non, ai-je dit. Tu t'es chargée toute seule de paraître mauvaise. J'ai juste arrêté de faire le montage. C'était là. La phrase que j'aurais aimé apprendre à 25 ans au lieu de 34. Mon père s'est levé de sa chaise. Ce n'était pas un homme imposant. Mais à ce moment-là, il semblait plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Pas faible. Juste fatigué. Fatigué de la façon dont les gens ont l'air quand ils réalisent que leur confort a été financé par la retenue de quelqu'un d'autre. Chloé, a-t-il dit. Est-ce que ce chiffre est réel? Elle a encore hésité. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ça veut dire oui, ai-je dit. Ma tante Danielle a essayé une fois de plus de sauver l'ambiance. Les familles s'entraident. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Les familles ne se moquent pas de la personne qui les aide en appelant cela un toast. Cela l'a fait taire pour de bon. Lucas s'est reculé de Chloé comme s'il avait physiquement besoin de distance pour réfléchir. Tu disais que c'était Léa qui demandait toujours de l'aide, a-t-il dit calmement. Tu m'as dit qu'elle était irresponsable. Chloé a ouvert la bouche, mais il ne restait plus rien qui sonne crédible. C'est là que la première conséquence réelle est tombée, non pas en privé, mais devant tout le monde. Ce n'était pas bruyant. C'était pire. Les gens ont commencé à s'éloigner d'elle. Pas de manière dramatique. Juste assez. Un cousin qui se tenait près d'elle a dérivé vers la table des boissons. Tante Danielle s'est assise et a regardé ses genoux. Ma mère a arrêté d'essayer de calmer les choses. Mon père a arrêté de défendre la paix à tout prix. Chloé était toujours au milieu du jardin, mais elle était soudainement seule. J'ai rassemblé les papiers en une pile ordonnée. Je t'enverrai un échéancier de remboursement ce soir, ai-je dit. Si tu l'ignores, je considérerai cet argent comme le prix d'une leçon et je ne répondrai plus jamais à un seul de tes appels d'urgence. Elle m'a fixé. Tu couperais les ponts avec ta propre sœur? J'arrêterai de financer ma propre humiliation. Puis j'ai regardé mes parents. Et avant que l'un de vous ne me demande d'être la plus raisonnable, ne le faites pas. J'ai été la plus raisonnable pendant si longtemps que vous avez tous cru que c'était ma forme permanente. Personne n'a parlé. La brise venant du lac faisait bouger les bords de la nappe. Une serviette en papier s'est soulevée puis est retombée. Quelque part derrière nous, un des petits-enfants a demandé si le dessert était prêt, ce qui semblait presque absurdement normal. C'est à ça que ressemblent les ruptures familiales. Le monde ne s'arrête pas. Il se révèle, tout simplement. Les gens ont commencé à partir tôt après cela. Ce qui aurait offensé ma mère n'importe quel autre jour férié. Mais ce soir-là, elle l'a à peine remarqué. Un pique-nique construit sur les apparences ne peut pas survivre longtemps à la vérité. Tandis que les parents pliaient les chaises et chargeaient les glacières, j'ai surpris des fragments de la nouvelle histoire qui se répandaient à voix basse. Je n'en avais aucune idée. 7 000 €? Elle disait que Léa était fauchée? C'est incroyable. Ce n'était pas tout le monde qui rejoignait soudainement mon camp. La vraie vie est plus lente que ça. Certains pensaient encore que j'étais allé trop loin. Certains croyaient encore à la vieille religion familiale selon laquelle la paix publique compte plus que la justice privée.
Mais le sort était rompu. Et une fois qu'un sort familial se brise, il revient rarement sous la même forme. Chloé a essayé 2 fois de coincer des gens pour obtenir de la sympathie. D'abord ma tante. Puis Lucas. Aucune conversation n'a duré longtemps. Tante Danielle, qui avait passé des années à louer le goût et le charme de Chloé, a fini par dire la seule chose utile que j'ai jamais entendue d'elle: je ne peux pas te défendre ce soir. Lucas n'a pas crié. Il avait l'air pire que les hommes en colère. Il avait l'air embarrassé d'avoir été transformé en spectateur de sa propre relation. Il a tendu la pince du barbecue à mon père, a dit qu'il allait faire un tour, et n'est pas revenu pendant près de 40 minutes. Je me tenais près du ponton alors que le ciel fonçait vers ce bleu crépusculaire qui rend tout le monde plus doux qu'ils ne le sont. Julie est venue à côté de moi et m'a offert une bouteille d'eau. Je pensais que tu exagérais, a-t-elle dit. Pas sur elle, exactement. Sur à quel point tu te sentais seul dans ta propre famille. J'ai pris la bouteille et j'ai hoché la tête. La plupart des gens ne comprennent pas les boucs émissaires familiaux à moins d'en avoir été un. Tu n'as jamais été fauché, a-t-elle ajouté. Tu portais les autres. J'ai ri doucement. La vérité de ces paroles s'est installée en moi plus fort que prévu. Parce que c'était ça l'insulte au centre de tout, n'est-ce pas? Fauché. Pas financièrement, même s'ils aimaient prétendre cela. Dans leur esprit, j'étais fauché parce que je vivais prudemment, parce que je conduisais une voiture de 12 ans, parce que je portais mes cheveux simplement et mes vêtements de manière pratique sans étaler ma richesse devant des inconnus. Parce que j'avais choisi la sécurité plutôt que le spectacle après avoir failli laisser le mauvais homme ruiner mon avenir. Pour Chloé, la retenue ressemblait à l'échec parce qu'elle n'avait jamais appris la dignité de se contenter de ce qu'on a. Je me suis souvenu d'une nuit, 16 mois plus tôt, quand elle m'avait appelé en pleurant devant un hôtel de luxe au centre-ville. Elle s'était retrouvée bloquée dehors après un dîner d'anniversaire, trop gênée pour demander de l'argent à Lucas, trop fière pour admettre qu'elle avait dépensé son loyer. J'avais conduit 40 minutes, je lui avais apporté du liquide, j'étais resté dans la voiture pendant qu'elle refaisait son rouge à lèvres dans le miroir, et je l'avais écouté me promettre que c'était la dernière fois. 2 jours plus tard, elle postait des photos de ce même dîner avec la légende, béni au-delà de toute mesure. Ce souvenir était resté avec moi parce qu'il capturait toute l'architecture de notre relation. Je gérais les poutres invisibles. Elle recevait les gens dans la pièce finie. Au moment où les derniers cousins sont partis, le jardin avait l'air fatigué. Des gobelets écrasés dans l'herbe, une moitié de pastèque qui suait sur la table, un plateau de petits pains devenus secs dans l'air du soir. Mes parents se tenaient près de la terrasse à m'attendre, et j'ai su à la forme de leur silence que la deuxième partie de la nuit était arrivée. Pas la partie publique. La partie honnête. Chloé était assise dans une chaise sous les guirlandes lumineuses, les bras croisés sur elle-même. Elle n'avait plus l'air glamour. Elle avait l'air acculée. Tant mieux, ai-je pensé, avant de détester cette pensée pendant une demi-seconde puis de l'accepter. Les conséquences semblent toujours cruelles aux gens qui n'en ont jamais attendu. Léa, a dit mon père, viens t'asseoir. Je n'en avais pas envie. S'asseoir suggère le confort, et je n'étais plus là pour réconforter qui que ce soit. Pourtant, j'ai tiré une chaise et je leur ai fait face. Julie m'a serré l'épaule une fois avant d'aller vers sa voiture, me laissant cette sortie que les gens donnent quand ils savent que la conversation suivante appartient au sang, à l'histoire et aux dégâts. Ma mère pliait et dépliait une serviette en papier sur ses genoux. Tu nous as pris au dépourvu, a-t-elle dit. C'était une phrase tellement typique d'une mère. Pas, nous t'avons laissé tomber. Pas, nous aurions dû voir ça. Tu nous as pris au dépourvu. Comme si la véritable blessure était notre arrivée tardive à la vérité. Non, ai-je dit. Je donne des signaux depuis des années. Vous ne vouliez juste pas les lire. Mon père a regardé Chloé. Va à l'intérieur. Elle l'a dévisagé. Pourquoi suis-je la seule traitée comme si j'avais fait quelque chose de mal? Il n'a pas élevé la voix. Parce que ce soir, c'est toi qui l'as fait. C'était petit. C'était tardif. C'était aussi la première fois que je l'entendais lui dire quelque chose comme ça sans l'enrober dans 12 couches d'explications. Chloé s'est levée si brusquement que sa chaise a raclé la terrasse. Elle a regardé ma mère pour chercher du secours, n'en a trouvé aucun, et est entrée en claquant la moustiquaire assez fort pour faire vibrer le cadre. Le son a flotté dans l'air. Ma mère a tressailli. Pas moi.
Quand le jardin s'est calmé de nouveau, mon père s'est penché en avant, les avant-bras sur les genoux. Depuis combien de temps cela dure-t-il, a-t-il demandé. Ça dépend de ce que tu veux dire, ai-je répondu. Les emprunts. Environ 4 ans. Les insultes. Plus longtemps encore. L'attente que j'absorbe tout ce qu'elle crée. Presque toute ma vie d'adulte. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Je l'ai fait, ai-je dit. Juste pas de la façon que vous respectiez. J'ai dit que j'étais fatigué. J'ai dit que je ne pouvais plus continuer. J'ai dit que ces commentaires étaient cruels. Chaque fois, on me disait qu'elle était stressée, ou sensible, qu'elle ne le pensait pas, ou que j'étais plus forte et que je devais laisser couler. Vous ne m'avez pas entendu parce que le rôle que vous m'aviez donné était utile. Cela a frappé là où il fallait. Mes parents m'avaient aimé pendant des années. Je le crois vraiment. Mais ils m'avaient aimé paresseusement. Ils aimaient la version de moi qui résolvait, absorbait, pardonnait, se souvenait des anniversaires, apportait les plats, répondait aux appels tardifs et ne demandait jamais que l'économie émotionnelle de la famille soit auditée. Une fois que j'ai arrêté d'être cette version, ils ont été forcés de rencontrer la véritable fille en face d'eux, et elle était épuisée. Ma mère a parlé la première, doucement. Nous pensions que Chloé avait besoin de plus de soutien. Elle a toujours été plus difficile. Ce n'est pas le compliment que tu penses, ai-je dit. Tout ce que cela signifie, c'est que vous lui avez appris que la difficulté est récompensée. Mon père a fermé les yeux un instant. Ta mère n'a pas tort de dire qu'elle a toujours eu besoin de plus d'encadrement. Et moi j'étais plus facile, ai-je ajouté. Alors vous m'avez encadré en me donnant moins. Aucun d'eux n'a nié. C'était le premier cadeau honnête de la nuit. Il y a des moments dans les disputes familiales où les gens peuvent encore s'échapper dans le déni. Ce n'était plus l'un de ces moments. Ma mère a levé les yeux vers moi avec cette expression brute et sans défense que les parents ont parfois quand ils réalisent que leurs enfants ont vu plus qu'ils ne le souhaitaient. Nous étions fiers de toi, a-t-elle dit. Tu étais stable, capable. Tu n'avais jamais l'air d'avoir besoin d'être secouru. Je n'avais pas besoin d'être secouru, ai-je dit. J'avais besoin de justice. J'avais besoin que quelqu'un remarque qu'être fiable n'est pas la même chose qu'être insensible. Mon père a expiré lentement. Est-ce que Chloé a remboursé quoi que ce soit? Quelques paiements partiels, ai-je dit. Juste assez pour entretenir l'histoire. Jamais assez pour la changer. Puis je leur en ai dit plus que ce que j'avais prévu, sur l'appel au supermarché, sur le loyer caché, sur la fois où Chloé m'avait demandé de réserver une chambre d'hôtel à mon nom parce que sa carte était au plafond et qu'elle ne voulait pas que Lucas pose de questions. Sur la fois où elle pleurait dans ma cuisine à cause d'un avis de coupure d'électricité, pour poster le lendemain des photos d'un salon de coiffure avec de nouvelles mèches et une légende sur le bien-être. Ma mère s'est couvert la bouche. Mon père semblait vieillir à vue d'œil. Mais je n'avais pas fini. Savez-vous ce qui a fait le plus mal? Ai-je demandé. Pas l'argent. Pas même les insultes. C'était de vous entendre rire tous les deux ce soir avant que vous ne sachiez que j'allais répondre. C'était de réaliser que, quelque part en chemin, j'étais devenu quelqu'un qu'il était sans danger de manquer de respect. Ma mère a commencé à pleurer alors. De vrais pleurs. Pas des pleurs de parents blessés. Le genre qui vient quand votre image de vous-même se fissure et qu'il n'y a personne à blâmer pour le bruit. Je suis désolé, a-t-elle murmuré. Je suis tellement désolé. La voix de mon père était rauque quand il a parlé. J'aurais dû arrêter ce toast dès qu'il a commencé. Oui, ai-je dit. Tu aurais dû. Certains appelleraient cela de la dureté. Moi j'appelle cela de la précision. La précision n'est pas de la cruauté juste parce qu'elle refuse de se décorer. Mon père a hoché la tête une fois, acceptant. Tu as raison. Les mots étaient simples, mais ils ont changé l'air. Toute ma vie, la paix dans notre famille avait dépendu de ma capacité à avaler la vérité plus vite que les autres ne créaient des problèmes. Entendre mon père dire que j'avais raison sans se précipiter pour excuser Chloé m'a presque désorienté. Ma mère a essuyé son visage. De quoi as-tu besoin de notre part maintenant? C'était la meilleure question de la soirée parce que c'était la première qui centrait ma réalité au lieu de leur inconfort. J'ai répondu lentement. Premièrement, arrêtez de me demander de prendre ces appels, de prêter de l'argent, d'arranger les choses ou d'expliquer Chloé à elle-même. Deuxièmement,
ne me dites pas de pardonner rapidement juste parce que l'ambiance à la maison est tendue. Troisièmement, si elle m'insulte encore devant vous, je veux que vous releviez le fait immédiatement, pas après coup. Et quatrièmement, ne confondez pas l'accès à ma personne avec un droit sur moi. Ma mère a hoché la tête à travers ses larmes. Mon père a hoché la tête aussi. C'est juste. C'est nécessaire, ai-je corrigé. Puis il a posé la question que je savais venir. Veux-tu que nous l'obligions à te rembourser? J'y ai réfléchi un instant. Pas parce que je doutais de la réponse, mais parce que je voulais être honnête sur ce que cet argent signifiait. Oui, ai-je dit, mais pas parce que j'ai besoin de chaque euro pour survivre. J'ai besoin que la dette soit reconnue parce que le mensonge a coûté cher de plus d'une façon. Mon père s'est adossé à sa chaise. Alors c'est ce qui va se passer. Elle te remboursera. Et si elle doit changer son train de vie, alors elle le changera. Ma mère a fait un petit signe de tête secouée. Plus de sauvetage. Il y a eu un long silence après cela, mais ce n'était pas le genre d'avant. Pas celui rempli d'évitement. Celui-ci contenait du travail à faire. Finalement, ma mère a dit, « Je pense que nous avons pris l'habitude d'admirer l'éclat de Chloé et de nous reposer sur ta structure. » Je l'ai regardée. C'est la phrase la plus honnête que tu aies dite de toute l'année. Elle a failli rire, puis non. Mon père l'a fait une fois, amèrement. Et la structure, ça ne brille pas, alors nous l'avons considérée comme acquise. Exactement. J'ai croisé mes mains sur mes genoux pour qu'il ne les voie pas trembler. Se lever publiquement avait semblé plus facile que cela. La vérité publique fonctionne à l'adrénaline. La vérité privée fonctionne au chagrin. Je vous aime tous les deux, ai-je dit, mais je ne ferai plus ça. Si la seule façon de rester proche de cette famille est de continuer à être diminué, alors la distance sera plus saine que la proximité. Ma mère a tendu la main vers la mienne, puis s'est arrêtée à mi-chemin, demandant sans mots. Je l'ai laissé la prendre. Pas parce que tout était réparé. Rien n'était réparé. Mais parce que les limites ne sont pas des murs quand on les utilise correctement. Ce sont des portes avec des verrous. Et pour la première fois, j'avais enfin la main sur la clé. Chloé est ressortie 20 minutes plus tard avec son mascara étalé et sa colère réorganisée en fierté blessée. Lucas était avec elle, mais il se tenait un peu à l'écart, comme si la proximité était devenue une décision au lieu d'une habitude. Mes parents la regardaient différemment maintenant. C'était le miracle silencieux de la nuit. Pas qu'ils aient soudainement arrêté de l'aimer. Les parents le font rarement. Le miracle était que l'amour avait enfin arrêté de les aveugler. « Assieds-toi » a dit mon père. Elle l'a fait. Pas de mise en scène. Pas de soupir dramatique. Juste une chute rigide et tendue dans la chaise de jardin en face de nous. Ma mère a parlé la première cette fois. Tu dois des excuses à Léa. Chloé a eu un petit rire sans humour. Alors c'est ça? Un tribunal? Non, ai-je dit, c'est la première conversation normale que cette famille a sur ton comportement depuis des années. Elle m'a regardé avec un ressentiment pur. Tu m'as humilié. Tu m'as annoncé comme étant fauché devant 30 personnes. C'était une blague. Non, a dit mon père, et nous nous sommes tous les quatre tournés vers lui parce qu'il ne l'interrompait presque jamais. Ce n'était pas une blague. C'était méchant. Et tu savais exactement ce que tu faisais. Chloé le fixait comme s'il avait changé de langue au milieu de sa phrase. Ma mère a dégluti difficilement et a ajouté, et l'argent n'est pas un malentendu. C'est une dette. J'ai vu ces mots la frapper. Dette. Pas faveur. Pas soutien. Pas un truc temporaire entre sœurs. Dette. Ce seul mot dépouillait des années de jolis récits des ossements de ce qu'elle avait fait. Elle a regardé Lucas, mais il n'avait rien pour elle. Est-ce que tu as dit à Léa que j'avais couvert le loyer, a-t-il demandé doucement. Elle n'a rien dit. Est-ce que tu as dit à tes parents que c'était elle qui demandait toujours de l'aide? Silence. Chloé. Sa voix n'est pas montée. Elle s'est durcie. Est-ce que tu l'as fait? Oui, a-t-elle murmuré. Personne n'a bougé pendant une seconde. Puis mon père a dit, tu vas rembourser chaque euro à Léa. Nous pouvons t'aider à établir un plan, mais nous ne paierons pas pour toi. Sa tête s'est relevée d'un coup. Vous me laisseriez galérer pour ça?
La réponse de ma mère est venue avant celle de quiconque. Non. Nous te forçons à faire face à ce que tu as créé. Je ne peux pas expliquer à quel point c'était saisissant. Ma mère avait passé tellement de nos vies à amortir les conséquences avant qu'elle n'atteigne Chloé que l'entendre arrêter était comme entendre une porte longtemps coincée s'ouvrir enfin. Chloé s'est tournée vers moi encore une fois. Tu sais quoi? Très bien. Prends ton argent. Si ça compte tant que ça pour toi. Ça compte, ai-je dit, pas parce que je vénère l'argent, mais parce que je respecte l'effort. Chaque euro que tu as traité avec désinvolture m'a coûté du temps que tu n'as jamais valorisé. Elle a levé les yeux au ciel, mais plus faiblement maintenant. Il faut toujours que tu transformes tout en leçon de morale. Non, ai-je dit, c'est la vie qui a fait ça. Je suis juste en train de le dire enfin tout haut. Lucas s'est frotté l'arrière de la nuque. Je rentre chez moi, a-t-il dit. Chloé l'a regardé avec incrédulité. Sérieusement? Oui, a-t-il dit, parce que je ne sais pas quelle partie est la pire. La dette, les mensonges, ou la façon dont tu as publiquement démoli la personne qui t'a couverte. Il a regardé mes parents. Je suis désolé que cela se soit passé ici. Puis il m'a regardé. Et je suis désolé d'avoir cru tout ça. Il est parti sans rien claquer, ce qui d'une certaine manière rendait la chose plus définitive. Chloé l'a regardé partir, clouée sur place par la stupéfaction. C'était la deuxième conséquence réelle de la nuit. La première était l'exposition. La deuxième était la perte. Elle s'est levée pour le suivre, puis s'est arrêtée parce qu'il ne restait plus de sortie dramatique à faire. Mon père a désigné la chaise de nouveau. Assieds-toi. Elle s'est assise. Je ne l'avais jamais vue paraître si petite auparavant. Pas parce qu'elle était devenue innocente, mais parce que l'arrogance avait enfin été séparée de sa protection. Tu vas t'excuser correctement, a dit ma mère. Chloé m'a regardé avec des yeux mouillés pleins de colère, de honte et de l'entêtement de quelqu'un forcé de se rencontrer soi-même sans artifice. Je suis désolée, a-t-elle dit platement. Mon père a secoué la tête. Recommence. Elle a fermé les yeux. Quand elle les a rouverts, sa voix était différente. Plus basse. Moins polie. Je suis désolée de t'avoir utilisé, a-t-elle dit. Je suis désolée d'avoir continué à prendre ton aide pour agir ensuite comme si tu m'étais inférieur. Je suis désolée d'avoir menti à Lucas. Et je suis désolée de t'avoir fait passer pour le problème.